Bonsoir et bienvenue sur D8 pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, j'ai le plaisir de reprendre Les Déracinés de Maurice Barrès, où nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le cher Françoise Turel qui était en charmante compagnie de Madame Astiné. Donc je vais poursuivre leur conversation et pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite un excellent moment. À 19 ans pour l'ordinaire, un jeune homme favorisé pense. Quand ma maîtresse endosse sa loge à l'opéra au Français, les hommes l'admirent et revient celui qu'elle doit aimer. Mais Françoise Turel se disait « J'ai une femme de Ninive, et c'est en outre une fille d'Ionie. » Les détails exaltants que Bouteiller avait donnés aux lycéens de Nancy sur les philosophes ioniens profitaient au plaisir que Madame Astiné reçut de son petit ami. Il la suppliait de raconter encore, avec un langage un peu cru, trop parisien, comme il arrive aux cosmopolites qui abusent de l'argot des petits théâtres, défaut qu'atténuait d'ailleurs son accent exotique. Elle avait un don merveilleux pour dégager des choses de leur mystère sensuel. Son plus beau voyage l'avait menée dans le Caucase, à Tiflis, en plusieurs nuits. Elle le raconta d'une façon aussi attrayante, aussi ingénieuse que Scheherazade auprès de son sultan, mais elle était moins préoccupée. Et de temps à autre, bien volontiers, s'interrompait pour perdre la tête. « Je t'ai dit, commença-t-elle, que ma famille était arménienne, du nom d'Aravian. Arève veut dire soleil. Et l'une des meilleures de là-bas, mon prénom Astiné, vient d'Arita, la déesse, la Vénus à qui nos pères, dans le pays du lac de vin, consacraient le sommet des monts. Je suis née en Ionie. De ma petite enfance, je me souviens seulement d'avoir fui de l'intérieur, à la suite de troubles dans les bras de ma mère sur un chameau, et ma mère mourut en touchant au rivage. Et cela aussi me revient que ma chère mère, qui était si belle, racontait le Gulistan, où l'on parle toujours des rossignols, des roses et des jasmins, tandis que je m'amusais à ses pieds avec de jolies boîtes peintes. Elles étaient étroites et longues. On y voyait des cavaliers sur des gazons d'un vert tendre, poursuivre des jeunes filles aux longs cheveux noirs et aux longs yeux noirs, qui fuyaient en retournant la tête. Ces boîtes et ces poésies, c'est surtout ce que je me rappelle de ma mère, arménienne de Perse, épousée par mon père quand il représentait la porte à Téhéran. Les Arméniens en Turquie, comme chrétiens, sont exclus de l'armée et admis dans les ministères de la diplomatie. Mon père, il y a 15 ans, était à Constantinople, conseiller d'État. Une nuit, on l'appela subitement au palais. Quelques heures après, revenu dans sa maison du Bosphore, il tomba sur le parquet et mourut en convulsions. Mon frère, comblé de cadeaux à la suite de cet accident, fut attaché à l'ambassade de Pétersbourg. Je te dis cela pour te faire sentir comment je ne suis pas une bonne petite fille de ta province française. Je suis des plus vieux pays du monde, où l'on gouverne selon de très anciennes manières. J'accompagnais mon frère. J'avais alors 14 ans. Un de mes oncles, devenu arménien russe, a gagné une grande fortune à exploiter les pétroles des bords des lacs de la Caspienne, où il entretient pour son commerce toute une flotte. Il habitait souvent Pétersbourg et faisait beaucoup la fête. Et avec lui, je m'entendais tout à fait. Une de ses filles avait épousé mon second frère, ingénieur à Tiflis. Tu vois bien la famille que nous sommes, turcs et russes, en réalité arménienne, c'est-à-dire pas du tout d'Europe. Tu ne dois pas continuer à croire qu'il y a au monde que la France. J'accorde que Paris est un bel endroit, mais combien d'aventures et d'indépendance et d'imprévus dans le Moyen-Orient, et comme il te plairait, mon cher petit garçon. À 16 ans, je ne savais encore rien de ce qu'il y a de beau dans le monde, mais je le soupçonnais, j'essayais de l'imaginer et j'inventais par amour du romanesque 1000 histoires à la semaine. Cela me plaisait beaucoup d'avoir ainsi une double vie et de ne jamais dire le vrai. Enfin, j'avais tant menti que notre aîné, le chef de la famille et d'un caractère morose, décida de m'éloigner et de m'expédier pour quelque temps chez mon frère Vardan à Tiflis. À 3 heures de l'après-midi, quelqu'un me conduisait à la gare Nicolas. Quelqu'un que j'aime bien, du moins comme on peut aimer au sortir du gymnase. Heureusement, ma voilette de tulle noir à pois gris, avec sa bordure de chenille, cachait ma figure jusqu'aux lèvres, car j'avais honte de pleurer.
C'était le 5 mai, dans un temps qui est déjà loin. J'avais 16 ans et demi, un portefeuille bien garni, beaucoup de bonbons et un gros bouquet. Une robe de soie noire avec un pouf retroussé par des tirettes sur un jupon de soie rouge Solferino, 3 velours noirs au bas de ce jupon, des bottes avec des glands et qui se fermaient et dessinaient un petit cœur sur mes bas, me composaient un air assez gentil, je crois, et un peu risqué. J'avais au cou un ruban de soie encore rouge Solferino, un « Suivez-moi, jeune homme », avec les pans aussi longs que la robe. Ma toque en velours noir, surmontée d'ailes blanches, était fixée par une forte épingle enfoncée à travers la résille et le chignon et qui terminait à chaque extrémité 2 boules noires énormes. Elles semblaient des gros yeux de bête. Ce voyage me plaisait parce que je ne manquais pas d'argent, que j'allais dans un pays où personne ne me connaissait et que tout le monde me regardait. Jusqu'à Moscou, il n'y eut rien de particulier. À partir de Koslov, les employés ne surent plus me réserver un compartiment. Je fis la connaissance de 2 voyageurs, le mari et la femme, poitrinaires qui se rendaient aux eaux de Piatigorsk, où fut tué le poète Lermontov. Nous entrâmes sur la terre de l'armée du Don, la terre des Cosaques. Dès lors, commencèrent les habitations qu'on appelle des pressoirs, parce qu'on y fait le vin, et partout, des champs pleins de fleurs embaumées. Mes compagnons me racontèrent une belle histoire. Le jour de la fête annuelle, les nouveaux mariés entassent dans un bassin de cuivre tout ce que la terre produit de meilleur. Des fleurs, des épis, des pampres, des lauriers. Puis, ils les baisent pour honorer l'idée de la fécondité. À chaque instant, montaient, descendaient des officiers de Cosaques. Et j'avais grand plaisir à être, pour une heure, l'intérêt le plus vif de ces vies que je jugeais misérables dans un tel éloignement de Pétersbourg. Ensuite, le chemin de fer, quittant le dernier de ces gais pressoirs, circula entre des montagnes couvertes de neige. Quand sa femme et moi nous étions endormis, le poitrinaire s'occupait des billets, des bagages. Il faisait apporter du thé et le dîner, si nous ne voulions pas descendre. En revanche, il mangeait mes bonbons. Enfin, après 2 jours et 2 nuits, nous nous engageâmes sur une étroite chaussée dans l'eau. Nous arrivions à Rostov-sur-le-Don, une ville très connue pour le vin et les poissons. Le fleuve est très large, les rues très sales, et je te dirais qu'elles sont pleines de pickpockets, aussi nombreux là-bas, près de la mer d'Azov, que dans les magasins du bon marché. Pour employer un arrêt de 4 à 5 heures, nous fîmes tous les 3 un petit tour en ville, et mes compagnons, devant me quitter au bout de 24 heures, je les priai à dîner. J'ai commandé un beau menu, en me rappelant ma science des restaurants de Pétersbourg que j'avais couru avec mon vieil ivrogne d'oncle. Il y eut notamment des écrevisses extraordinaires que j'avais choisies moi-même dans le réservoir, belles et grandes. Ce qui surprit beaucoup, c'est que je savais l'usage des vins avec chaque mets. Le tout était très relevé. Au lieu de champagne, on a servi des vins de la contrée. J'étais très rouge sous mon chapeau d'avoir bien bu et de la satisfaction d'avoir étonné tout le monde. Et pour finir, j'exhibais un gros portefeuille. Un portefeuille d'homme qui a beaucoup vécu. C'était encore un de mes chics. Et malgré l'horaire, je voulus payer. À ce moment, j'eus à m'apercevoir d'un voyageur qui, depuis Moscou, à chaque station, approchait de mon compartiment. Je le voyais bien, mais je prenais l'air le plus indifférent et me laissais regarder. C'était un Tcherkesse, général dans les troupes du grand-duc Michel. Très grand, très flexible, la tête rase selon l'usage musulman, coiffé d'un long chapeau conique d'astrakhan et habillé avec une longue robe serrée par une ceinture de galons et de poignards. Sa barbe était grise, ses yeux jeunes. Il paraissait très grave, comme les orientaux, et en même temps très civilisé. Mes compagnons, qui devaient me quitter à Piatigorsk, me recommandèrent à lui pour le reste du voyage. Sûrement, il avait sollicité cette présentation. Chez eux, on enferme les femmes. Une fille de 16 ans, seule sur la route d'Asie, devait l'étonner. Et puis, mon nez n'en sort pas. Comme il m'admirait. Et en même temps qu'il était intrigué d'un tel monstre. À chaque arrêt depuis Piatigorsk, il vint à ma portière se mettre à ma disposition. Puis, le soir, sur les 6 heures, il me demanda si je voulais accepter sa société. J'en fus bien aise, car mon wagon vide était attristé par l'ombre des montagnes immenses.
On racontait qu'un Arménien avait fait ce voyage avec une dame voilée, et que la dame voilée était un homme qui avait dévalisé l'autre parce qu'il venait d'une foire. Beaucoup d'histoires romanesques qui, à Pétersbourg, m'avaient enchanté l'imagination, ici ne me rassuraient pas. Il m'expliqua que jadis, Chamille et ses guerriers, jeunes, vaillants et beaux, ne pillaient pas les convois pour de l'argent, mais pour les femmes. Prises par eux, elles étaient perdues, comme des hommes nés Comment des hommes nés hors de ces montagnes pourraient-ils traquer les Circassiens qui sont agiles comme des saltimbanques? Au reste, une jeune élève d'Odessa, que Chamille avait enlevée, ne consentit jamais à retourner dans sa famille qui la voulait racheter. Le Tcherkesse souhaitait que personne ne m'attendît à Vladikavkaz, station extrême de la ligne. Il pensait passer jusqu'à Tiflis 2 jours de ma voiture en ma société. Si le tête-à-tête me déplaisait, nous nous joindrions un docteur et un ingénieur qui l'accompagnaient. Et la nuit à l'hôtel, si j'avais peur, ils se relaieraient tous les 3 pour veiller à ma porte. Sa réserve me rassura. Il ne s'asseyait pas sans mon assentiment. Je voyais qu'il n'était pas si sauvage que sa robe, ses cartouchières et son poignard. Enfin, plus ou moins, j'étais flattée. Son projet, secrètement, m'enchantait. Vers les 10 heures, nous arrivâmes à Vladikavkaz, au pied d'une montagne belle et froide comme l'hiver. C'était une nuit transparente, encore éclairée par les maisons toutes peintes en blanc. Ce qui frappe d'abord, ce sont les cyprès. Du milieu d'eux, quand le train s'arrêta, se détachait la silhouette d'un jeune homme et qui je devinais mon frère. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ou 5 ans, mais de sa présence, je ressentis une déception qui, jointe à ma fatigue, remplit mes yeux de pleurs, tant j'aimais les aventures. Le Tcherkesse voulut être présenté à mon frère et demanda la permission de nous faire le lendemain une visite. Il ajouta qu'il espérait bien être autorisé à nous voir à Tiflis. Et pourquoi, en été, n'aurait-il pas le plaisir de nous offrir l'hospitalité sur la mer Noire à Batoum? Vardan me caressa gentiment la joue en disant que certes, pas un de ces hauts fonctionnaires ne s'occuperait d'un jeune ingénieur sans importance, n'était l'intérêt qu'une jolie fille comme moi méritait bien d'inspirer, et il me félicitait en badinant, parce que ce général n'avait aucune liaison à Tiflis et passait pour très sévère. Nous passâmes cette nuit à Vladikavkaz. L'air était tiède et rempli du parfum des fleurs. Bien qu'énervé d'un si long voyage, je restais à ma fenêtre pour admirer les cimetières tandis que j'entendais le souffle de mon frère. En voiture particulière, nous partîmes pour le Caucase, sur la route militaire de Géorgie. J'ai beaucoup vu le monde, mais ce que vantent les hôteliers en Suisse et ailleurs, et les côtes mêmes de Tolède ne tiennent pas auprès des défilés de Dariel. Je vais te dire, dans l'histoire des pays d'Europe, peut-être en avons-nous des détails trop précis, je trouve toujours quelque chose d'un peu vulgaire. C'est de la même façon auprès des histoires d'amour de la Perse. Ta nouvelle Héloïse me paraît bourgeoise et pédante. Et tous les jeunes de Balzac ont des airs de petits commis si tu les compares au fils du vieux Taras Bulba, par exemple. Eh bien, aux gorges de Dariel, légendes et paysages, tout à grand air. La colombe de l'Arche, le drame de Prométhée, les confins de l'empire d'Alexandre, voilà, petit liseur, des souvenirs que nous traversions ou approchions tandis qu'une route étroite nous menait au travers de ces terribles roches, et dans un paysage qui, par son caractère, a rendu pour moi fade à jamais des tragédies dont l'âpreté vous resserre la bouche à vous autres. Au mont Kazbek, les enfants nous rasaient pour nous vendre des cristaux d'améthyste. Et puis, le jour baissant, le paysage tout féodal, la lune sur les précipices, les rares indigènes immobiles sous leurs turbans faisaient un mélange de l'Orient et du Moyen-Âge si pathétique que je croyais sentir sur mon cœur éperdu la pointe d'un poignard assassin. La vallée du Daghestan nous reçut, toute pleine de fleurs. Nous franchîmes des montagnes si hautes que le sang me sortait par le nez. C'est difficile à prononcer. Amterset, capitale de Gangis, qui vaut mieux, selon mon goût, que votre Napoléon, mon frère m'annonça Tiflis, et il commença à me peindre en détail la famille. Il me dit que c'est un pont d'orgueil d'habiter la maison de famille et que nous trouverions sous le même toit plusieurs sœurs toutes mariées.
mes cousines, l'aînée, sa femme, une pondeuse, la deuxième, une cendrillon, et la troisième, nommée Satinique, une très jolie personne. Et il ajouta: je lui expliquai qu'en Russie, c'est fort bien qu'une jeune femme se mette sur les genoux de son beau-frère. Je la désapprouvais beaucoup, car je pense qu'il faut tout faire, mais avoir de la tenue. Tandis qu'il parlait, nous avions monté une longue montagne et côtoyé le cimetière rempli d'hyènes qui hurlent le soir. Nous traversions les rues étroites de l'ancienne ville pour aboutir enfin à la poste des voitures. Des jeunes femmes habillées à l'européenne, d'autres avec les boucles pendantes et les longs voiles en arrière des anciennes familles géorgiennes, des enfants très sauvages qu'elles tiraient par la main, toute une foule avec les mouvements et les cris de l'affection, se précipitèrent à ma rencontre et me félicitèrent. On chargea mon bagage sur un porteur et le long des maisons basses au balcon en véranda, croisant les hommes les plus beaux du monde, tandis que, tombée la nuit, nous nous rendîmes à la demeure de famille. J'y trouvai une lettre de mon frère aîné qui m'écrivait « Cherche partout la vérité ». Je notai immédiatement en marge pour le lui développer. Quand je voudrais des sermons, je lirais Bossuet et les autres. Ce n'était pas du tout mon humeur. De fatigue, tout mon corps était meurtri. Surtout, j'avais faim. Je te dirais, si tu es gourmand, qu'un cuisinier indigène qui s'appelait Diamant Brut préparait de bons repas, pris en commun dans une grande salle, et que nous eûmes ce premier soir de la viande de mouton rôtie à la broche, beaucoup de riz accommodé avec des tomates et des cerises, un fromage de chèvre et 12 espèces de fruits. Le vin du pays servi, non pas en carafe, mais dans une vaste soupière d'argent où chacun puisait avec une louche. Après ces grandes chaleurs, l'agréable repos sous un ciel où la nuit ne parvient pas à éteindre la clarté. Nous étions assis sur la terrasse, au faîte de la maison, et les voisins aussi respiraient sur leur toit. Nous veillâmes doucement jusqu'à 1h ou 2h du matin, puis, les domestiques ayant posé des matelas, tout le monde se dormit en plein air. Alors voici ce que j'ai fait. Il faut te dire qu'à peine m'étais-je rafraîchi et changé de vêtements, mon frère m'amena ma jolie cousine Satinique. Et tout de suite, comme il m'avait raconté, il voulut la prendre sur ses genoux, et parce qu'elle rougissait, il lui disait « Ne fais pas attention, petite, ma sœur ne te juge pas mal. » J'ai répondu « Il ne s'agit pas de savoir ce que j'en dirais, Satinique. Satinique sait bien ce qu'il faut en penser. » Je ne l'aimais pas parce que, fière de sa gentillesse, elle opprimait sa sœur, la laide, qui était une bonne personne. Je l'ai domptée dès le premier moment et je l'obligeai de frapper à ma porte avant d'entrer chez moi, ce qui n'est pas dans les mœurs simples et familières de là-bas. Seulement, comme elle était la plus précieuse chose de la maison et très estimée de toute cette société, j'ai voulu la voir à moi. Et pour mes insomnies, le médecin de Pétersbourg m'ayant prescrit d'avoir une bête à mon côté la nuit, c'est elle que j'ai prise, ce qui dépitait son mari et mon frère. Tiflis, mon chéri, est bâti sur les pentes d'un précipice, dans un ravin où l'on cuit. Ses boulevards sont plantés de peupliers, mais la vie vieille est étroite. Et si tu connaissais Cordoue, je te dirais que Tiflis est de même infecte et parfumé, c'est-à-dire sentant la mort et les roses. Un fleuve très rapide, la Koura, la traverse, et tout autour s'étagent de beaux jardins fruitiers, tandis que le paysage est fermé par la chaîne du Caucase, mauve, noir, orange, selon les heures. Voici comment nous passions les journées. Le matin, les hommes médecins, militaires, ingénieurs et autres allaient à leur service, et les femmes restaient au logis, demi-habillées et sans aucun raffinement. Les Géorgiennes m'admiraient beaucoup, parce que j'avais une robe de broderie blanche très transparente, des bottines en toile blanche, un grand chapeau. Entourés d'enfants et de domestiques en profusion et ne remuant pas du tout, nous prenions des sorbets, du café. À 1h, on dîne, puis on fait la sieste jusqu'à 6. Les volets sont fermés. Domestiques, enfants, maîtres, chiens, tous dorment. À 6h, on se lève. On s'habille, et parfois, vers les 8h, on se rend pour écouter les musiciens au jardin public. D'autres fois, en calèche, très bien attelés, nous allions au verger. On jette des tapis sur la terre après l'avoir battu à cause des scorpions, et puis l'on peut cueillir et acheter des fruits, qui sont magnifiques. On trouve aussi du café. Bientôt le soleil disparaît.
C'est alors que le coup d'œil sur les montagnes est le plus émouvant et le plus insensible, pénétré par l'ombre, se taise. Et quand on a vu souvent la nuit tomber sur le Caucase, on a beau voir toutes ces intrigues, on garde dans ses yeux et dans ses pensées quelque chose de grave que n'ont pas les Parisiens. Un passe-temps cher aux Géorgiens, c'est le bain. Toutes les femmes de la même famille se réunissent, invitent les voisines, et 5 ou 6 équipages les conduisent. Il n'y a que les hommes ce jour-là pour demeurer à la maison. Les bains, entourés d'amandiers et de noisetiers, sont situés près des sources sulfureuses, d'un usage immémorial où l'on voit des Persans qui soignent leur lèpre et des musulmans qui font des ablutions. Les Persans ont leurs grandes barbes et leurs ongles teints en rouge. À l'auberge voisine, qui est un ancien cloître ruiné, chaque samedi viennent à pied de nombreux pèlerins. Ils offrent des moutons à l'église et, après une messe solennelle, ils dévorent par quartiers énormes. Ensuite, des jeunes gens du pays font de l'équitation brillante. Dans nos cabines, les souris pullulaient parce qu'on mange dans les bains. Tu penses si nous frémissions en quittant nos vêtements. On se lave avec des pastilles de chaux, puis on va s'attabler près d'un placard où l'on a des fruits, du vin et les filets d'un mouton rôti sur place. Enfin, on rentre dans l'eau pour achever de se purifier. Cela de midi à 8 heures. On regagne ensuite Tiflis en voiture, très bruyante et en potine. C'est une grande fête. Une autre distraction pour les femmes, c'est de jouer de l'argent au domino dans les maisons où l'on paye 10 kopecks d'entrée. Il y a 5 ou 6 tables dressées. Des fèves servent de jetons. Et si tu savais comme toutes elles trichent? Ces salles très simples, fermées au soleil, où des Géorgiennes prennent des sorbets en maniant des dominos. Ce n'est pas les jeudis de Madame de Coulonvaux, mais si le long des rues étroites, brûlantes et très sales de la vieille ville, tu allais, mon chéri, dans un de ces tripots qui sont d'ailleurs d'excellente compagnie, tu y serais plus heureux qu'à travailler dans cette rue Sainte-Beuve, sous l'œil d'une bourgeoise ridicule, pour devenir un magistrat ou notaire, car je ne sais plus te peindre la liberté et en même temps l'absence d'initiative, l'abondance et la simplicité de la vie dans le Caucase. Pourtant, dit François Sorel, qui se croyait responsable de l'Europe en face de l'Asie, je n'aimerais pas sommeiller tous les jours comme les femmes du sérail. Mon chéri, quoique tes yeux me plaisent, surtout quand tu te fâches, nous ne nous connaissons guère. J'ignore tes préférences. Il y a beaucoup de personnes qui aiment à aller de la naissance à la mort comme un petit sterlet descend la Volga, perdu parmi les bancs épais des sterlets ou encore à mûrir au soleil comme un raisin dans les vignes parmi tous les raisins. Et des millions d'Arméniens ont ainsi pu passer leur vie sans accident, sans autre agitation qu'un peu de chagrin, entre 16 et 25 ans à cause des femmes. Mais je pourrais te chanter les chants de la liberté de Kamar Katiba, et tu comprendras ce qu'a dit mon père, traversant un jour Tiflis avec ma mère. Il la conduisit jusqu'à Erivan, et de la plaine, ils aperçurent au loin l'énorme Ararat, la montagne sacrée autour de laquelle les Arméniens toujours combattirent pour leur indépendance. Et ma mère, qui était sentimentale, s'est mise à fondre en larmes, songeant qu'elle irait au tombeau avant que ce magnifique spectacle une seconde fois s'imprimât sous ses paupières. Celle qui te presse maintenant dans ses bras était alors au sein de sa mère, et pendant cette journée, pâtie de ce qui souffrait les siens sous la lumière du soleil, qu'elle n'avait pas encore vu. Je suppose bien que tu aimes Biron, toutes ces choses-là. Eh bien, qui ne veut pas suivre ces jours-là le sterlet descendre son fleuve, trouverait à remplir, aux pentes de l'Ararat, le rôle que en Grèce cet Anglais. Si tu luttais, Arménien, pour la nation arménienne, tu intéresserais un peuple qui peut encore se flatter d'illusions faites de gloire et récompensées. Tu courrais des risques réels et ce qui t'envelopperait de toute manière, c'est le climat, la diversité des types, la sensation de la brièveté, de l'inépuisable fécondité de la vie prodiguant des hommes braves, des belles femmes, des fleurs, des fruits, des animaux, tous d'un rapide éclat qui ne passe pas comme ici le temps à se disputer à la mort. C'est ici qu'achève cette lecture de Maurice Barrès. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour lire la suite dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit.
Je souhaite une très bonne nuit à ceux qui vont se coucher et une très belle journée à ceux qui se lèvent. À bientôt!